Caroline, 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 Caroline. Mais qu'as-tu donc fait tout à l'heure lorsqu'on s'est entraîné et que ça a fonctionné? Je te vois arriver. L'écran se sépare en deux, se multiplie. Oui, Oui, super. On y est. On y ça est. y est. C'est cool. Oui, oui, tu es ma bonne étoile. Ok. Bon, c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Pour Ok, l'instant, très on est toutes les deux. bien. En Eh ben, tout cas, tout sera partagé comme ça. Ok, qué bien. ay, qué bien. Por fin, por Oui. fin. Waouh. Bon, on le dit ou pas que ce matin encore, on se prenait dans les bras? Eh ben oui, on peut le dire. C'était très bon d'ailleurs. Je Hmm. me dis, c'est drôle que particulièrement aujourd'hui, j'ai envie de garder encore une fois mon bonnet sur la tête. C'est mon cadeau, je me suis offert à mon anniversaire. Et, et je me suis dit, tiens, quoi, je cache mes cheveux, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me suis dit, non, me abrazo, je me Hmm. fais un câlin, je fais un câlin à mes cheveux avec ce cadeau que je me suis moi-même tissé avec plein d'intentions. Et je me dis, bah, génial, pour introduire une des médecines de la Loba, euh, comment, ou comment offrir le, ou comment offrir le meilleur à ses cheveux, ou comment écouter ses cheveux, ou comment recevoir la médecine de ses cheveux, enfin, tellement de choses. Et c'est quand même ouf parce que, donc on devait se voir ensemble, cette interview bleue, elle devait se vivre, c'était je crois le 30 octobre, Oui. le soir, un des jours des 3 jours de portail de sa main, Dia de los Muertos, et cette grande entrée dans la rencontre des obscurités et cette histoire de cycle vie-mort-vie qui est aussi une des grandes vibrations de la Loba, qui est le nom que tu as choisi, et dans Femme qui court avec les loups, de Mhm. Clarissa Pinkola Estés, comment elle parle de la Loba et de ces cycles-là. Et, et comment, en voulant partager sur tout ça à nos communautés respectives, au final, la médecine de la dernière fois, c'était, en fait, on va le vivre nous-mêmes dedans, hein, n'est-ce pas? Mhm. Si tu as envie, tu pourras partager un peu comment ça se fait, en fait, la dernière fois, juste comme ça a failli se produire là, mais en fait, non. La technique ne voulait pas se mettre. Ton téléphone était pas trop d'accord avec faire le live Instagram. Et comment ça vient chercher des trucs dedans, hein? Comment ça vient des choses comme ça, tout de suite, nous mettre au contact avec nos obscurités? Mhm. Et comment, au final, on s'est retrouvés à discuter toutes les deux? Parce que même si ton téléphone ne voulait pas faire un live ici où les communautés peuvent nous rejoindre, il était d'accord pour faire un live entre toi et moi. C'est ça. Et où Un comment on s'est bon tête à retrouvés? tête. C'est ça.
pendant 45 minutes, entre rire et larmes et rire, à, à, à être miroir l'une l'autre, à nous soutenir l'une l'autre dans nos obscurités et dans célébrer nos lumières, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant. Et donc, il y a eu tout ça, et puis entre-temps, moi, j'ai offert ce webinaire le jour de mon anniversaire, donc 15 novembre. Et puis toi, tu m'as dit que tu as vu le replay. Donc, pour rappel, ça s'appelait Toutes ces fois où j'ai cru que c'était impossible. Et puis, tu es revenu vers moi pour me dire comment c'était pour toi. Et une des choses, c'est de dire, waouh, quand tu as proposé de lister ce qui nous paraît encore impossible aujourd'hui, une des choses qui m'est venue, c'est comment j'accueille la couleur véritable actuelle de mes cheveux, comment j'accueille le blanc de mes cheveux, comment je laisse apparaître la loba blanca que je suis depuis toujours. Et donc, il y a un mois, on aurait vu ici à l'écran une Caroline la loba avec ses cheveux jusque-là rouge feu. Et en fait, suite au webinaire, le grand saut quantique a pu se vivre et je t'ai serré dans mes bras avec les cheveux transformés. Alors, tout ceci pour introduire la joie que j'ai qu'on soit ensemble ce soir. Et, et si tu veux déjà, voilà, prendre le bâton avec tout ce que je viens de partager là pour toi, dire ce qui résonne, ce que tu veux bien en partager. Mais peut-être rebondir sur ton webinaire, sur lister ce qui a été impossible, pensé impossible, cru impossible et fait, traversé, réussi. J'aime pas trop ce mot-là, plus expérimenté, que ce soit dans ce que ça peut charrier de matière dense ou plus légère, disons ça comme ça. J'aime bien les mots liés au toucher. Il y avait cette liste des choses encore impossibles, que je crois impossibles, que je pense impossibles. Et c'est vraiment cette liste qui m'a empêchée de dormir ce soir-là et de me dire, mais avant ça, si j'arrive pas à couper mes cheveux, à chaque fois que j'ai une repousse de henné, de me dire le blanc, c'est OK. Intellectuellement, c'est OK, mais comment je peux l'intégrer jusqu'à la manifestation corporelle? Si ça, je peux pas, la liste, je pourrais pas. Or, j'ai vraiment envie de rendre possible toutes ces choses que je crois ou pense encore impossibles. Et la coupe a été un acte d'une puissance inouïe. Et je me suis reliée très très fort à une femme qui était venue faire une coupe rituelle Pelo Vivo à l'atelier de la Loba et qui avait eu ce courage devant mes yeux et sous mes mains. Et je l'ai remerciée pour son courage parce que j'ai marché derrière sa trace, même si mon sillon, je le fais moi-même. Et spéciale dédicace à Marie à ce moment-ci. Et aussi à Corinne, qui est la femme qui m'a montré comment on pouvait rendre sa pleine puissance à cette matière cheveux, qui les a aimés, qui les a coupés avec cette dévotion à laquelle je m'applique, parce que c'est tellement des antennes, c'est tellement une matière pleine de mémoire, pleine de messages à transmettre. Et ça, c'est une des portes pour comme mourir à soi, mais renaître avec l'énergie de la Loba. Une belle entrée en matière. Donc, pour bien repréciser les choses, voilà une de tes médecines, Caroline, et d'ailleurs la médecine avec laquelle moi je t'ai rencontrée. Si tu veux, tu pourras après, je te redemanderai, raconter comment toi tu m'as rencontrée la première fois.
En tout cas, comment tu m'as vu passer quelque part dans ta vie. Et moi, je t'ai rencontrée parce que je suis venue à l'atelier pour recevoir de toi une coupe rituelle. Et waouh, quelle, quelle rencontre avec moi-même à travers mes cheveux et tes mains. Quelle rencontre entre nous aussi à ce moment-là. On n'avait pas idée de waouh, de tout ce qui était tissé ici et de tout ce qui allait se déplier ensuite. Euh, et, et donc, comment, ouais, euh, avec le fait, là, toi, d'avoir vécu, d'avoir marché un des plus grands sauts quantiques qu'on puisse vivre dans ton atelier, à savoir, souvent, voilà, quand on vient, on a envie que tu coupes les cheveux avec cet art, cette médecine particulière. Tu pourras en dire un peu plus si tu as envie. Je ne sais même plus, moi, comment s'appelle l'outil que tu utilises, hein, François. Tu pourras dire. Mais on vient ici à la fois pour que tu coupes, mais aussi pour que ça vienne nous donner des messages, pour qu'on vienne entendre, pour que toi, tu révèles des choses. Parfois, ça fait peur. Parfois, on a hyper envie de couper les cheveux parce que, genre, je sais pas, ce truc de ah, faut que ça change, faut passer à autre chose, ou faut laisser partir quelque chose, ou ah, je veux voir mon visage autrement et tout. Mais aussi, et aussi, comment parfois ça fait flipper parce que, ouais, ok, mon image, elle va être différente, et le rapport à la beauté, je sais pas quoi. Et donc, moi, je sais que je fais partie de ces personnes pour qui couper ça de cheveux, c'est déjà la catastrophe internationale de oh mon Dieu. Et, et donc, une des choses pour moi les plus waouh, c'est genre, ok, on, on, on rend tout à Pachamama et cette histoire de portail de sa main, de vie, mort-vie, de laisser partir ce qui doit partir, de refermer des cycles, accepter que des parts de nous, ouais, qu'on les laisse partir, quoi. Et un peu aussi, je pense à cette énergie de l'automne dans laquelle on est, et comme enfin, en ce moment, les arbres peuvent laisser tomber leurs feuilles. Je trouve que c'est la même chose, tout ça. Et donc, ouais, si tu veux nous en dire plus sur ce que tu as envie, toi, de cette coupe, pourquoi t'en es arrivé là, comment, ouais, comment tu fais, c'est quoi le grand waouh pour toi de cet outil? L'histoire de l'outil, c'est que donc enfant, la, la Corinne dont j'ai parlé juste avant coupait les cheveux et j'étais fascinée de voir cette espèce de bulle temporelle qui se crée entre elle et la femme à qui elle coupait les cheveux. Et j'ai beaucoup observé comment elle faisait et je me suis coupé les cheveux à moi, d'abord avec des ciseaux, puis j'ai coupé les cheveux des gens qui m'entouraient. Et pendant quasi 20 ans, j'ai fait ça avec une paire de ciseaux, mais très vite, après avoir entendu parler de la coupe énergétique, la question du rasoir, elle m'a interpellée en fait. Parce que par exemple, les tulipes, on ne va jamais les couper avec des ciseaux, on les biseaute pour qu'elles aient l'occasion de s'abreuver d'une manière saine, qui ne vient pas écraser leurs tiges. Et je voyais vraiment la fibre capillaire comme quelque chose à vénérer, à soigner et à faire fleurir en fait. Et, et le rasoir coupe-chou, qui est en fait un rasoir de barbier, déjà la tenue en main, c'est un objet tranchant, on le prend pas comme ça, il vient se loger dans la main d'une manière sensuelle et, et le rapport aux cheveux est plus instinctif comme je le faisais quand je me coupais les cheveux à moi en fait. Je pouvais me couper les cheveux les yeux fermés parce que c'est que dans le toucher, dans le ressenti que je me coupais les cheveux. Wow. Et il y a vraiment quelque chose aussi de la sculpture, de
comme je travaille la terre, je travaille le cheveu en fait. Il y a quelque chose de la forme qui demande à s'alléger, à révéler. Et j'ai eu aussi vraiment la guidance de faire mon rituel moi-même. Et donc, il y a vraiment plusieurs étapes qui sont venues se montrer comme une trame, un fil rouge, de vraiment venir voir comment les cheveux s'implantent sur le crâne. Déjà là, il y a des tonnes d'informations. On a tous un ou plusieurs épis, mais cette espèce d'endroit spiralaire d'où naît ce mouvement des cheveux. Et c'est comme un endroit particulier où on peut aussi venir chercher des informations et engrammer des nouvelles choses. Puis il y a tout le crâne qui recèle des points d'acupuncture. Enfin, c'est vraiment une zone sensorielle particulière. Quand je viens prendre contact avec la tête, avant même de poser mes mains, ce qui se dit dans l'énergie, il y a des personnes avec lesquelles mes mains peuvent se poser immédiatement d'une certaine manière. Il y en a d'autres, il faut un temps. Et puis la matière en elle-même, c'est pas qu'elle m'informe que dans quel état sont les cheveux, c'est comment la personne mange, comment la personne se sent au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui se disent par métaphore. Et puis oui, des zones particulières. Enfin, c'est vraiment un peu un travail d'archéologue comme ça au moment de cette première étape de rencontre avec le cheveu. Et puis après, il y a vraiment tout ce démêlage qui aussi est métaphorique. On vient démêler, mais on ne démêle pas que les cheveux. Et puis il y a parfois le démêlage physique n'est pas du tout en adéquation avec le démêlage plus psychique ou métaphysique. Parfois ça l'est. J'ai eu des cheveux avec des dreads. J'ai eu des cheveux avec des tonnes de formes, en fait. C'est tellement personnel, le cheveu. Et cette phase de démêlage, on la vit ensemble, en fait. On co-crée ça. On pose des intentions, comment les choses se révèlent, à quel endroit du crâne. Il y a aussi comme une cartographie, les ancêtres, le féminin, le masculin, qu'est-ce qui se donne à voir, plus de l'ordre de la couronne, du spirituel. Et puis, il y a voilà, comme une carte du crâne et en fonction de ce qui se démêle, on va aller plutôt avoir des informations en fonction de cette cartographie-là. Mais tout ça vient, en fait. Je me permets une petite insiste parce que en t'écoutant là, c'est la première fois depuis qu'on se connaît. Il y a deux mots qui me font un waouh. J'avais jamais vu à ce point-là ce miroir. Là, je suis en train de regarder le dernier rattrape-rêve rituel que j'ai créé. Et le fait que tu dises démêler et qu'en fait c'est métaphorique, c'est-à-dire que c'est pas seulement tu démêles le cheveu, c'est waouh, qu'est-ce que ça vient toucher de la matière intérieure de la personne que tu viens aussi contribuer à démêler ou qu'elle vient elle-même démêler ici auprès de toi. Et moi, je vois que c'est la même chose avec les fils que je tisse. Et tu parles aussi de co-créer, ce qui est exactement pareil aussi pour moi. J'avais jamais vu ces miroirs-là. Ouais. Oui, il y a une co-création qui se fait parce que les personnes me livrent plus ou moins d'elles. Et donc moi, c'est avec cette matière-là que je travaille, en plus de la matière cheveux. Moi, ce que Et c'est j'adore vrai qu'après, quand on a démêlé que les choses qui sont possibles de voir à ce moment-là, de mettre en lumière à ce moment-là, se sont révélées, le passage de la lame, c'est juste venir faire vibrer ça, en fait. Comment on peut... ça soulève le bulbe, ça réinforme, ça nettoie aussi. Il y a une quantité physique de matière vétuste, inutile, qui se montre. Mais alors, évidemment, il y a tout ce qui dans l'invisible est déjà soulevé. Et seulement vient la coupe. Seulement. Parce que entre deux, il y a déjà une initiation, il y a déjà un parcours. Des personnes qui vont ressortir avec l'idée qu'elles avaient en tête au départ, il y en a d'autres, ça a évolué en cours de route. Et en parallèle, il y a
des tirages de cartes, des hôtels de guérison, des actes psychomagiques, les choses qui viennent s'offrir. Moi, ce qui m'a marqué, une des choses qui m'a marqué le plus, oui, au-delà des oracles, en fait, je me souviens, bon, j'ai vécu 2 fois une coupe rituelle avec toi. À chaque fois, je me souviens euh, j'ai l'impression tu sais, comme de m'en remettre à plus grand que moi. Et toi, tu es comme les mains de plus grand que moi. Et en même temps, tu es là, tu viens, tu sens, et il y a ces histoires de toucher. Et en même temps, tu écoutes et tu entends ce que je dis. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est une forme de rapidité, comme d'instantanéité. Je sais pas, tu touches, il y a un mot qui te vient, tu me demandes, je te réponds, pa. Je vois quelque chose comme ça qui va très vite et, et qui est fort. Et ça m'avait fait aussi te visualiser ou te sentir à un moment donné. Je t'ai dit, j'avais les yeux fermés. Je crois que c'est au moment où tu coupais la première fois. Et où je sais plus ce que tu as fait aussi. Je sais plus ce que tu as fait avec mes cheveux ou dans mon dos, soit. Et je t'ai dit, wow, j'ai vraiment eu la vision d'une vieille femme qui allait vite là comme ça, je sais pas quoi. Et il y a vraiment tout un invisible qui passe à travers tes mains, mais pas que tes mains, ton écoute, ou peut-être tes cheveux à toi aussi, qui captent et je sais pas quoi, mais et ces oracles et tout. Et ouais, on repart d'ici avec quelque chose d'hyper complet pour continuer le chemin. Ce que j'aime aussi, c'est que tu remets à chaque fois une enveloppe avec les cheveux pour qu'on puisse en faire ce qu'on en veut. Moi, à chaque fois, j'ai pu aussi comme continuer avec les rituels que j'avais envie de faire. C'est hyper fort. Mais je m'en remets toujours au grand mystère aussi. Il y a quelque chose qui me dépasse. Et c'est comme si je monte dans la tête, je court-circuite ou j'empêche. Alors, il y a cette instantanéité du clair-senti, de la clairaudience. Si ça prend pas, ça prend pas, en fait. Si ça rebondit, tant mieux. Et si on n'arrive pas à tout retenir, c'est pas grave non plus. Il y a comme d'autres parts de nous entendent et je transmets. Il y a à lâcher en tout cas quelque chose de l'ordre du contrôle parce que ça suit pas autant pour moi que je pense pour la personne qui reçoit. Et c'est vrai que l'enveloppe, ça c'était une évidence hein, que la personne reparte avec ses cheveux, qu'elle en mesure l'ampleur en fait. La, 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 la matière devient inerte une fois qu'elle est coupée et elle change déjà de vibration, de texture et je. Comme les feuilles mortes. Oui, mais il y a quelque chose de ça. Hein. C'est pour ça les rendre à la nature. Je sais que c'est comme recycler. Les oiseaux viennent chercher des crins pour faire leur nid. Ça nourrit le humus. Les, les mémoires qui sont contenues, quand la personne va les rendre à la terre, c'est comme je m'incline en fait. Merci pour ce qui a été donné comme information, mais je rends ça. Et pour la libération aussi, comme waouh. Tout ça, si je peux le remettre maintenant, c'est que j'ai pu à le porter, quoi, aussi. Oui, et là, la tresse que j'écoute, ouais. Tout ça par rapport à ce que tu m'as partagé. C'est hyper intime, c'est hyper frais aussi pour toi. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en dire quelques mots de ton propre processus. Oui, oui. Le fait de couper la tresse et de la recevoir en main, ça m'a donné vraiment cette impression d'énormes cordons très pesants. Je l'ai eu dans les mains et en fait, j'étais prête. J'étais prête à couper. Donc, je voulais déjà plus l'avoir dans les mains. Et ça m'a informée. Tu veux dire cordon ombilical ou pas? Oui, ça m'a fait penser à un cordon ombilical, en beaucoup plus gros, en beaucoup plus pesant.
Mais oui, ça m'a donné cette impression-là. Et je m'attendais pas à ça en fait. Et ça m'a ramené à ce moment de naissance, ma propre naissance, mais ça m'a ramené aussi à ces endroits encore sensibles de mes accouchements, de mon premier accouchement, où le, le moment où on croit que c'est impossible et où en fait il y a un grand oui à se dire et vraiment laisser le corps faire. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui nous a fait travailler. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme si il y a une émotion qui avait été contenue là de c'est impossible, c'est impossible. J'appelle à l'aide, mais comme j'ai appelé à l'aide en naissant, mais j'étais pas en mesure d'être entendue. Je suis née par le siège, et il y a comme quelque chose qui a été empêché. Et au moment de l'accouchement de mon aîné, le cri a pu sortir, mais qui était en fait le cri de ma naissance, de je vais pas, j'y vais pas, j'y arrive pas. Et oui, ce cordon m'a ramené à ces mémoires-là, des mémoires d'humiliation aussi, de les femmes qu'on a rasées dans les camps de concentration, des, des femmes qu'on a rasées parce qu'elles avaient des cheveux roux, parce qu'elles avaient la connaissance des plantes et qu'on a brûlées sur des bûchers. J'ai eu comme ça des images très fortes qui me sont venues quand on coupait court. Et j'ai gardé les yeux fermés tout du long, donc je n'ai touché que quelques dizaines de minutes plus tard. Mm. C'est Oui. quand t'as dit tu reparlais de ta naissance et t'as dit je peux pas, j'y vais pas, je peux pas, je peux pas y aller, je peux pas passer, je sais plus comment tu l'as formulé. Ça m'a fait venir en miroir le vécu de la première interview qu'on aurait dû vivre. Et Mm. C'est vrai ça. Ouais. quelque chose dans la matière technique là faisait que tu savais pas venir. Mhm. Et après, quand on a essayé, etc., l'émotionnel que ça Mhm. ravivé, éveillé en toi, disait ah mais je peux pas, je peux plus, je peux pas être là. Mhm. Enfin, voilà. Ouais, Mm. ouais. Et comment Mm. faire alors maintenant de plus les avoir là, les cheveux que tu as eus si longs toujours? Ouais. Ben c'est hyper agréable en fait. J'ai l'impression d'avoir rendu cette réponse que j'acceptais de donner à une injonction de beauté qui vient de l'extérieur, et de m'en remettre à une intuition d'une autre beauté qui vient du dedans. Et c'est drôle parce que le matin même, j'étais d'ailleurs en connexion avec Corinne, et elle me parlait de révéler la lumière du dedans, et que alors j'étais attachée à mais comment est-ce que je vais encore être belle, ou comment je vais être encore flamboyante si j'ai plus mes cheveux roux. J'y étais attachée et en même temps ça me cachait. Enfin, je veux dire, après coup, je le sentais pas quand je les avais, mais je pouvais me réfugier dedans, un peu comme un renard dans son pelage, où il y a quelque chose où là, je peux plus me débiner. Je, la reconfiguration, la transfiguration, il y a quelque chose qui est là, euh, et je me sens légère, je me sens pacifiée, axée aussi. Euh, et je n'ai jamais autant touché ma tête que depuis. Et quand on voit que les petits bébés, quand ils naissent, c'est leur tête qu'on touche. Enfin, on touche leur corps, bien sûr, mais leur tête, on les caresse, en fait. Et je sens que je viens répondre à un besoin profond, en fait, de toucher sur la tête. Wow. Wow. Merci de partager ton vécu à toi. Euh, Ça me donne envie de continuer avec
Une question, au final, je me suis rendu compte que je t'ai jamais vraiment posé cette question. Je suis jamais allée plus que ça à cet endroit-là, alors que ça fait partie quand même de ce qui nous. Enfin, il y a tellement de choses qui nous tissent. Mais quand même, quand je dis que les interviews bleues, ça m'est venu parce que j'ai envie euh, de de faire connaître mes sœurs et mes frères bleus, à savoir ces femmes médecines et ces hommes médecines qui sont là et qui entourent ma vie. Et une des médecines qu'on a en commun, littéralement, c'est le bleu. C'est la photo que tu as choisie quand je t'ai dit quelle photo tu veux utiliser pour parler de toi, Ouais. pour annoncer cette interview. Et donc, raconte un peu qu'est-ce que c'est le soin de la main bleue. Alors, il y a une histoire derrière le nom déjà. C'est que j'ai fait un voyage chamanique dans le monde d'en bas où j'ai rencontré ma louve blanche qui s'appelle Samba. Et j'ai fait un voyage chamanique au tambour pour visiter mon monde d'en haut. Et là, j'ai rencontré d'ailleurs une guide qui s'appelle Nosutu, qui vient de l'Asie, qui ne s'appelait certainement pas Asie à ce moment-là. Une petite vieille ridée qui chipote. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais quand je l'invoque, elle s'empare de mes mains et elle va toucher des C'est points. elle que j'ai vue alors à chaque fois que c'était elle à l'atelier. Elle ressurgit dans le soin de la main bleue. Et il y a eu aussi, lors de ce voyage, une main bleue qui est venue me prendre la main. Alors, elle avait, c'est très étrange hein, parce que à la fois c'est tout à fait palpable et réel et sensible, et en même temps ça dépasse tellement les trois dimensions connues et expérimentées avec nos sens. Dans ce voyage, cette main m'a complètement enveloppée de sa présence, contenue, touchée au cœur. C'était grandiose en fait, comme énergie à recevoir. Et ça disait de faire quelque chose avec ça parce que maintenant, ma main avait touché la main bleue. Et après quelques recherches comme ça, j'ai senti que c'était l'énergie de la Tara bleue qui libère de la colère, en fait, qui travaille aussi sur l'énergie féminine pour qu'elle soit dans un bien-être, en fait, dans une beauté révélée. Et le soin de la main bleue, c'est né de ça, en fait, de certaines cordes que j'ai à mon arc, d'avoir travaillé au champ d'argile, d'avoir vu qu'il y a toutes sortes de touchés, depuis le toucher fusion, le toucher membrane, le toucher pression. J'avais envie d'offrir un soin qui permette au corps de se rassembler, de se réunifier par l'utilisation de ces différents types de touchés. Donc, c'est un soin qui se fait habiller sur table de massage. Et il y a en plus toutes ces notions de réflexes archaïques auxquelles je me suis formée. Donc, on a des réflexes quand on est dans le ventre de notre mère qui ressurgissent quand on naît et qu'on est amené à faire une psychomotricité libre. Et on les réexpérimente jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point d'apogée et qu'ils soient intégrés. Sauf qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont encore beaucoup de réflexes archaïques qui n'ont pas été suffisamment expérimentés, goûtés pour être intégrés. Et j'adore donner cet exemple parce qu'il est très drôle. Quand on va dans une maison de repos, une maison de retraite, pour les personnes âgées, c'est comme ça que vous dites en France? Ok. On voit les seniors qui sont occupés à faire des... Et en fait, ça, c'est le réflexe de succion. Mais il y a le réflexe moraux qui est ce moment où un stimulus arrive, les nouveau-nés ont ça,
que ce soit un son ou un toucher qui n'est pas prévisible, d'un coup, il pousse un cri et il y a ses bras qui s'ouvrent comme ça jusqu'à ce qu'on vienne le recontenancer, en fait. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est de venir faire des mouvements avec le corps qui permettent d'intégrer, de s'intégrer, d'intégrer autant sa structure profonde, les os, que tout ce qui est articulatoire, musculaire, les tissus, la chair, la graisse, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. Avant ça, je propose toujours une harmonisation des chakras pour déjà libérer une bonne partie de ce qui pourrait être occupé à parasiter cette possibilité de contenance. Et au moment du soin tactile, proprioceptif, il y a vraiment cette volonté d'offrir une conscience corporelle, une certitude corporelle, une expérience qui mène à ça en tout cas, sur la face antérieure, sur la face postérieure et puis en position fétale. Et je sens que de plus en plus ça se teinte aussi de ce que j'ai acquis dans la formation de massage métamorphique, où on retravaille vraiment les 9 mois préconceptuels, les 9 mois de grossesse et les 9 mois de vie qui suivent la naissance. Il y a vraiment l'envie de retravailler, de resculpter l'œuf qu'il y a autour, en fait. On a un œuf aurique, l'aura, et on peut venir comme dire, mais la lumière qui est autour de toi, tu peux venir la faire coller là, à ton corps physique. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui se cherchent encore dans leur silhouette. Et ça a été un trajet personnel aussi, de comment faire correspondre ce que je sens de moi à ce qui est là en vrai. Où elle est ma frontière, en fait, avec l'espace, avec l'espace aérien, et où, bah, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi aussi. Bah, là, bon, là, il y a encore un peu travaillé, c'est pas complètement moi, mais je vais donner de l'amour à cet endroit-là. Eh ben, le soin de la main bleue, c'est comment je peux libérer ce désamour qui génère de la colère et venir loger le bien-être jusqu'au creux des os, quoi. Mm. Ah, oh. Je me disais en t'écoutant, en fait, il y a une médecine, quand tu dis que tu as plusieurs cordes à ton arc, il y a une médecine qui est, enfin, à chaque fois, chaque chose est complète, mais comme s'il y avait un focus plus précis sur laisser partir, comme libérer, laisser partir et tout ça, et comme que de la matière puisse aller et continuer son cycle ailleurs. Mhm. Et ici, ça serait comme, au lieu de laisser partir, comme, tu sais, comme remets dedans Oui. et, Mhm. et, et sans que ta maison, elle est là un peu, voilà, c'est plus l'enveloppe corporelle. Et ça me Mhm. donne envie de te demander de dire quelques mots sur le champ d'argile, parce que je me dis, tiens, est-ce que le champ d'argile, est-ce que l'argile, ça serait alors comme après ça qui peut partir, après les contours, alors le dedans, la matière, la substance ici. Le champ d'argile, ça c'est vraiment, c'est ma base, ou c'est ce qui m'a fait contacter ma base. J'ai une grande histoire d'amour avec le champ d'argile. Euh, Il y a, il y a, il y a des pistes dans ce que tu dis, et en même temps, c'est peut-être plus nuancé que ça. Le champ, donc, c'est un cadre en bois qui fait la dimension d'un set de table avec des parois qui sont épaisses de 10 centimètres. C'est du bois très lisse, très doux, avec des arêtes qui sont polies, donc on n'a pas de coins saillants. Et il y a un fond, et dedans, il y a 20 kilos d'argile blanche, de l'argile sans chamotte, toute lisse, toute douce, J'ai quoi. toujours imaginé que c'était de l'argile marron, comme l'argile Non, des sculpteurs. Ah, non, waouh. elle est Ok. blanche.
Elle est Ah. blanche. Enfin, c'est une teinte un peu grisâtre, blanche comme ça. On ne travaille jamais avec l'argile plus brune ou l'argile noire dans le champ. Quand on vient travailler au champ d'argile, euh, on le fait les yeux fermés. On quitte vraiment cette notion de il y a un résultat à apporter, une forme à donner. Là, c'est vraiment déjà une grande libération, mais ça peut faire office mais dans quoi je me lance alors, puisque ça, c'est inconnu. On nous demande quand même d'arriver à quelque chose, d'avoir un objectif. Donc là, ça brouille les pistes. C'est comment l'élan vital vient se manifester dans la matière. Et avec Comme tu dis avec les cheveux, je fais encore une insiste parce que en fait, il y a tout qui se croise tout le temps dans ce que tu dis. C'est exactement la même chose où tu disais au tout début, ah, la préoccupation qui était là, c'est comment je vais pouvoir être belle encore. Et là, quand tu parles du champ d'argile, c'est pas soi-même, mais c'est le beau que je produis. Et comme là, le fait d'avoir les yeux fermés et d'être les mains dans quelque chose, comme toi, tu viens de vivre, ok, je ferme mes yeux et j'accepte que mes ouais. cheveux partent là où ils doivent partir Oui, oui, et de me laisser aller à la rencontre de ma beauté et telle qu'elle est encore ici, même si mes cheveux sont autrement. Et je me dis, waouh, ce champ d'argile qui est la même chose, mais avec la beauté qu'on aime. euh, Mettre au monde, même si parfois c'est depuis une injonction à convenir, à correspondre, à plaire, à réussir. Et parfois aussi, on aime créer du beau parce que c'est notre trace et tout ça. Et là, comme tu dis, waouh, comment tout ça on le laisse et que on permet à notre élan vital de se manifester bas, brut, quoi. c'est drôle parce que tu utilises des mots qui sont hyper justes par rapport au chant. Mhm. Je parle de traces. Euh, En fait, il y a vraiment la démarche de créer du beau, la démarche artistique. Euh, le chant d'argile, ça vient d'Allemagne et ils disent que ça fait partie de l'art-thérapie. Pourtant, il n'y a vraiment pas cette notion artistique de création de quelque chose qui serait beau aux yeux d'un extérieur. Mais par contre, on peut vraiment venir se réapproprier ou s'approprier le beau du brut de cette trace qu'on laisse, en fait, et qui dérange. Le chant, il est lisse. On vient utiliser cet élan vital pour agresser Le lit. la matière. C'est pas un acte violent, mais c'est un acte agressif qui vient déranger ce qui est. Comme notre venue au monde vient déranger un couple, en fait. Euh, on est maman toutes les deux, on sait à quel point Ah, ce qui peut être rangé peut être dérangé. Et, ah et je oui. prends uniquement des jouets dans la Dans, maison. Je veux dans dire, tout, ouais, c'est ça, dans toutes les dimensions de l'être et de la vie. Oh my God, oui. la culture, elle est ébranlée, elle est pouf, d'un coup, c'est notre enfance qui revient de plein fouet. Pouf, c'est complètement fou en fait ce que ça vient faire trembler dedans. Je Déranger, crois sortir des tiroirs qui étaient fermés à double tour et qui qu'il nous faut pas maintenaient. ouvrir les tiroirs. C'est une chanson de. Oui, ça sur des sauvages. Oui, tu le savais, tu le savais. Euh, Ouais. mais donc dans le chant, cette question de la trace, elle est. En fait, je vois les enfants travailler les yeux ouverts. Ils n'ont pas ce problème-là de qu'est-ce qu'on va dire de. Parce que la notion de dérangement avec une connotation négative, elle est toute adulte. Voilà. Et encore, elle est toute adulte, bien occidentale, je pense. Euh,
la trace pour les personnes avec porteuses de handicap, elle est pas non plus, elle peut se faire les yeux ouverts. Les adolescents à partir d'un certain âge. Les adultes sont terrifiés de laisser une trace. En fait, ça vient vraiment les chercher profondément. Le oui, je peux laisser une trace, en fait. Et elle peut être ce qu'elle est. Mais avant ça, il y a la question du contact. Est-ce que j'arrive à établir le contact? Comment il est ce contact? Est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il me convient pas? Qu'est-ce que je fais quand ça me convient pas? Est-ce que je vais vers mes empêchements? Est-ce que je vais vers mes ressources? Il y a une bassine d'eau chaude. Quand le toucher, il est vraiment empêché, on peut aller vers l'eau qui refluidifie, qui réchauffe, qui enveloppe. La matière peut faire office de pansement pour venir soutenir, venir penser. P-A-N-S-E-R. On peut prendre, c'est pas on doit, mais l'invitation, c'est de plonger dans l'argile et d'œuvrer ici, où on peut mettre sur soi. En fait, on peut tout, sauf me lancer de la terre dessus, en lancer sur les murs et se faire mal. Ça, c'est le cadre. On dirait le cadre de la salle de psychomote quand tu dis ça, tu sais, moi j'étais Mais psychomote avant. Mais absolument, tu sais, j'ai failli commencer la psychomotricité relationnelle. Je suis tombée enceinte de ma deuxième et je suis allée vers le champ d'argile. Okay. Mais il y a des ponts en fait entre la psychomotricité telle que moi je l'ai observée. Etc. Enfin, en fait, on a le même langage depuis tout à l'heure. Bah oui. Et les mains viennent, mais les avant-bras s'invitent, les coudes s'invitent, la tête s'invite. Si on pouvait avoir un sol d'argile, on irait nu dedans, en fait. Et on expérimenterait avec tout le corps. C'est évident. Il y a un besoin de contact, de toucher. Il y a un besoin de réexpérimenter l'équilibre. Ça, c'est vraiment le deuxième sens qui vient être travaillé dans le champ. Gauche, droite, en haut, en bas, le centre. Tous ces points de repère qui nous permettent de nous installer. Mais il y a aussi gauche-droite, papa, maman, qui peut être aussi maman, papa. En fait, peu importe, c'est ce que ça représente au niveau archétypal. C'est la fonction paternelle, la fonction maternelle. Comment je viens stabiliser ces deux fonctions, comment je les relie. Et une fois que ça c'est fait, comment moi je prends place. Comment moi, je me suis suffisamment créé une boîte à outils pour expérimenter les choses avec mes mains, avec mes coudes, avec mes bras, trouver des appuis, comment j'ai pu prendre pour moi. Ça, c'est un acte d'une beauté inouïe quand la personne a été en lutte et qu'elle arrive à détacher de la matière et de la prendre pour elle. En fait, l'enfant, on le voit chuter, se relever, chuter, rechuter encore, se mettre debout, marcher. Il jubile quand il marche. Mais l'adulte, il fait pareil. Il a ce besoin de se mettre debout et il chute et il chute et il chute encore avant d'être vraiment debout, stable, positionné en conscience dans sa vie d'adulte. C'est Jodorowsky qui dit on est vraiment adulte quand on est rémunéré pour ce qui nous passionne et ce pourquoi on est là. Je pense pas qu'il y ait, entre guillemets, beaucoup de personnes arrivées au-delà de 18 ans qui peuvent dire ce que je fais, je le vibre de tout mon être, je suis là pour ça, c'est évident. Et je suis rémunérée pour ça. Il y a vraiment cette notion de se mettre debout, quoi. De se prendre en main. Quand on t'entend, ça rappelle que c'est normal ce processus, surtout avec la vie qu'on vit dans ce monde polytraumatisé et polytraumatisant. Ok, en tant qu'adulte, peu importe l'âge qu'on est, d'être encore à tomber et se relever, tomber et se relever. Et c'est la même chose, c'est la continuité de notre développement psychomoteur et psycho-émotionnel, etc. Sauf que à partir du moment où on est adulte et où on est censé être sur le marché productif, je ne sais pas quoi, etc., eh bien, à chaque fois, chaque chute est vécue comme c'est mal,
et nous met, enfin, je suis en train de généraliser et tu vois ce que je veux dire. On est tous comme ça là, occupés avec notre estime de nous-mêmes. Et voilà, exactement comme, ben voilà, la première interview qu'on devait faire et au final, ça peut pas se faire. Et comment ça vient dire comme, ah, j'échoue, ça marche pas comme je voulais. Et alors, ça veut dire, qu'est-ce qui va cloche chez moi? Pourquoi je réussis? Non, mais, en fait, on est occupé euh, à tellement auto-juger hyper fort nos chutes. On a tellement intégré le polytraumatisant. J'aime bien comme tu utilises ce mot. On l'a intégré et donc on est dans une auto-maltraitance. Ce que j'aime avec le champ d'argile, c'est que quel que soit le biographique, vraiment, quels que soient les traumas avec lesquels on vient, c'est l'élan vital qui porte. C'est l'élan vital qui met l'enfant debout. C'est l'élan vital qui pousse l'adulte à se mettre debout. Et on peut être tétraplégique et être debout. Je veux dire, j'ai accompagné dans des salons de l'autonomie des personnes qui n'avaient pas la capacité physique, mais dans leur regard, quelque chose s'allume. On est capable, dans la meilleure version de soi, de se mettre debout. Et en fait, le fondateur, Heinz Deuser, il a exprimé quelque chose de l'ordre de, en fait, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. On n'est pas victime. Parce que notre élan vital, tant que notre cœur il bat, que nos poumons ils se gonflent, en fait, il va nous amener là où on peut. Et c'est un soutien que d'expérimenter en sécurité dans un cadre qui est, lui, absolument solide et absolument fiable, son propre fond, de venir le toucher, de venir s'appuyer dessus et de dire, mais en fait, je savais même pas que tu existais, toi. Et t'es dedans moi? Waouh! C'est une expérience. Il y a la terre sous mes pieds. Il y a, je suis portée. Je suis pas seule, perdue. Je suis contenue. Je suis soutenue, je suis contenue, je suis enveloppée. Et en même temps, il y a cette possibilité de s'axer, en fait, de se centrer. Tout est métaphore dans le champ d'argile. Et les ponts, alors, se créent avec le quotidien de la personne, quels sont ses besoins. Et c'est clair que ce côté vraiment de sentir les arêtes du cadre, c'est sentir sa structure osseuse, mais c'est sentir que quoi qu'on fasse, on ne peut pas dire un matin, je me lève, je suis girafe, ou j'ai plus de famille, quand bien même on coupe les ponts, on va vivre à l'autre bout du monde. On est toujours dans un cadre socio-culturel, un cadre géographique avec un climat. Donc ça, tant qu'on est en lutte, en fait, on s'empêche de venir sentir le contenant. Après, avec la terre, on vient faire ce qui est bon pour que ça nous convienne, pour que ce soit à la qualité qu'on recherche. Doux, lisse, tendre. En général, les gens ne cherchent pas du dur, ça c'est certain. Et elle est comment ta posture à toi? Parce que autant tu vois dans la coupe rituelle, c'est quasi toi qui fais tout. Dans le faire, tu vois, de la matière. Ouais. Autant ici, j'entends que c'est la personne qui fait et tout. Alors, moi, comme je l'ai encore jamais vécu, j'ai un peu moins peur avec ce que tu viens de partager là. Tout à l'heure, j'ai senti que j'avais un peu envie de pleurer. Je me suis dit, j'ai pas fini d'avoir peur. Il y a quelque chose, on est d'accord. C'est indéniable. En fait, je pense qu'il est temps que je vienne tester, m'offrir ce cadeau. J'ai les chocottes. Bref, mais je me disais, comment t'es? T'es assise, t'es mobile, tu bouges, tu sais. Je suis assise à la gauche de la personne, mais son champ est libre. Je veux dire, devant elle, il n'y a rien. Elle est assise, elle, sur un tabouret qui est rehaussable. Donc, elle ajuste sa hauteur et sa distance.
Bon, moi, je suis sur le côté gauche. Euh, Elle a les yeux fermés, je lui prête mes yeux. Donc, ce que je vois, ce que j'observe, sans interprétation, je peux le nommer. Aussi, pour vérifier, en fait, c'est comme ça sollicite deux espaces dans le cerveau qui peuvent pas être sollicités en même temps. Donc, on touche, on est dans l'expérientiel, dans le sensoriel. Des questions ouvertes que je pose permettent de faire pause. OK, cerveau analytique, j'engrange l'information de ce que je suis occupée à faire. Parce que, en fait, parfois c'est très clair, la personne, elle est dans son mouvement, alors je l'interromps pas. Je vois qu'elle y est dans ses mains. Mais il y a parfois des mouvements où la personne, elle n'y est pas, il y a un acte compulsif, ou au contraire, il y a figement, ou de... Quand je dis acte compulsif, ça peut être je vide le champ, mais je le fais sans conscience, en fait. Je prends pas le temps que mes mains captent et de me saisir même de ce qu'il peut y avoir de jouissif là-dedans ou de la colère qui est même. Il n'y a pas d'éprouvé en fait. Ça goûte pas. Ça passe dessus, ça glisse quoi. Il y a une imperméabilité et dans les actes compulsifs, on peut même se faire mal en fait. Donc ma posture, c'est de permettre des prises de conscience, ouvrir aussi des portes pour que la personne s'approprie son geste, qu'elle sente aussi le besoin qu'il y a derrière, qu'elle sache à quoi elle répond, pourquoi son élan vital l'amène là. Et parfois, nommer quelque chose ou poser une question de l'ordre du besoin, s'il est empêché momentanément, permet de désempêcher, de permettre d'ouvrir. Tu fais sans cesse miroir en fait. Pardon? Tu fais miroir. Après, je ne sais rien. En fait, c'est une posture très humble parce que je ne sais pas en fait comment la personne, par où elle va aller. Il y a une trame, hein, je veux dire, en termes de besoins fondamentaux, anthropologiques, comme une espèce de trame des besoins avec un fil rouge vraiment comment on se met en relation avec soi, avec l'autre, comment on parvient à acquérir en fait. Il y a toutes sortes d'acquis, il y a comme des étapes qui répondent à des besoins et qui offrent des certitudes toujours plus affinées de qui on est, où on est, comment on se pose en tant qu'être humain. Et c'est vraiment basé autant sur la Gestalt thérapie que sur le développement de l'enfant, Winnicott, etc. Là aussi, on a des ponts. Et c'est aussi plus large parce que ça repose sur l'analyse de Jung. Donc, c'est vraiment comment l'être humain peut incarner une spiritualité. Il y a quelque chose de... on est en révérence devant le champ d'argile. Quand on parvient à une gestalt optimale, donc quand on a été faire toutes ces étapes et qu'on est dans l'accomplissement du besoin du moment, de l'être qu'on est dans ce moment-là, il y a une sensation, une intégration de l'équivalence avec l'autre, avec soi, avec le soi. Le petit moi est ouvert en fait, il est relié, il n'y a plus aucune question, il y a de l'amour. Et là, on touche à quelque chose de spirituel en fait, et étrangement de très archaïque en fait. Je vois aussi des personnes qui rentrent presque en transe dans le lien avec le champ d'argile, comme si c'était dans nos gènes en fait. Oui. En fait, c'est comme si c'est retrouver quelque chose qui est déjà là depuis toujours, c'est retrouver des sensations, la sagesse,
intérieur, la, 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 l'essence véritable, Mhm. le divin aussi, qui est là tout le temps, sauf Mhm. qu'on est des milliards de couches par-dessus Ouais. et le néocortex comme ça tout le temps, qui fait Mhm. que Ouais. on le sait pas. Alors ça paraît être comme waouh, comme un truc hyper impressionnant, comme truc impossible, je sais pas quoi. Et en fait, c'était déjà nous tout le temps. Mhm. C'est nous tout le temps, je me dis. En tout cas, c'est accessible à tous à partir de 4 ans. Et ce qu'on vient toucher de sa propre matière, en fait, euh, ça nous touche. C'est toujours réciproque avec le champ d'argile. Et si on l'agresse, il va pas nous agresser en retour. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est que à la fois c'est consistant, résistant, donc on sent sa propre matière, son propre geste, son élan, sa force, sa vitalité, son tonus, mais pas dans, pas par un chemin où ça fait mal. Ou alors on peut décider de le troquer. Il y a quelque chose de très sécure de vivre ça avec les mains. Les adolescents, par exemple, tout ce qui est découverte du corps, découverte de la sensualité, euh, ça peut se vivre par un chemin qui va pas être aussi confrontant que si on le fait avec un autre humain. Et je veux dire, faut pas être adolescent pour avoir cette étape-là à revivre dans le champ. Mhm. C'est juste sécure, en fait, pour s'éprouver en tant qu'humain, être touché par notre humanité et touché en tant qu'acteur de cette humanité. Ça modifie, en fait, le regard sur soi, le regard sur l'autre. Mm. Est-ce que tu veux redire? Alors, moi, je remettrai ton site internet dans le descriptif sous le live. Mhm. Est-ce que tu veux redire où comment on te contacte, où on vient? Parce que autant la plupart de ce que je propose, voire non, tout ce que je propose maintenant à ce jour, c'est accessible en ligne. Mhm. Toi, pour le coup, avec ce que En tu nous présentiel. décris, on n'est Mhm. pas encore capable de couper les cheveux ou de mettre ses mains dans le champ Mhm. à distance. Alors, ouais, si tu veux redire ça. Donc, je suis en Belgique, à Villers-la-Ville. Euh, c'est tout près d'un lieu magnifique et magique qui s'appelle l'abbaye de Villers-la-Ville. Il y a des bois partout autour. On est à quoi, 1 heure et demie de Lille, quelque chose comme ça, Oui, oui, grosso oui, modo. On est oui. à 40 minutes de Bruxelles, à 40 minutes de Namur, pour citer les grandes villes. Et oui, l'argile est là, les coupes sont là, à Villers-la-Ville. Mm. Mm. Aro. Euh, Tu parles des bois, c'est marrant, tout de suite tu dis il y a les bois tout autour et je me dis bah ouais, normal pour l'alo, bah non. Et est-ce que tu sens, parce que une des choses c'était l'envie de pouvoir laisser venir, permettre à la louve blanche que tu as senti que tu es, la laisser prendre aussi sa place jusqu'à tes cheveux. Est-ce que tu Mhm. sens que la connexion avec l'alo, bah en toi, elle est différente, elle s'est modifiée, ouverte, agrandie, je sais pas quoi, depuis que tu as fait toi-même ce grand saut quantique là de laisser partir tes cheveux. Hmm, Bah, c'est tout frais aussi, hein. C'est peut-être comme oui. en process. C'est drôle parce que la Loba, elle est vraiment présente depuis mes 18 ans, en fait, où j'ai croisé le regard d'une louve dans le Montana où je vivais. Et, euh, et puis, il y a eu ce voyage chamanique où j'ai tellement fondu dans sa fourrure, mais c'est l'allié, c'est tellement une bénédiction, en fait, d'être en lien avec. Waouh! Enfin, j'étais dans son encolure. On se faisait des mamours comme de louve, en fait. Et puis, je suis montée sur son dos. Enfin, voir la neige étincelante parcourir, c'était magnifique. Et, et quand j'ai accouché de ma
seconde, j'ai reçu le texte de La Loba, que j'avais lu à 19 ans, le livre de Clarissa Pinkola Estés. Et donc, c'est comme si La Loba, elle avait toujours été là. C'est pas que je lui résistais, mais il y avait une peur de l'incarner pour du vrai. Alors, récemment, il y a eu une expérience assez folle d'aller jusqu'à contacter le sens littéral du conte, où elle parle d'os, de la texture des os, etc. C'est tellement doux, en fait. C'est tellement doux de pouvoir l'incarner. Je pensais que ça allait être dur. Et, et je sens qu'elle m'apprivoise autant que je l'apprivoise. On se renifle la truffe. La truffe. Il y a dans cette couleur qui est hétéroclite, en fait. Hein. Il y a du blanc, il y a du gris, il y a un peu de roux encore, qui n'a rien à voir avec la teinture au henné. Je regardais une image là chez le dentiste. Il y avait un livre sur les animaux prédateurs et il y avait une image de louve et c'est exactement cette couleur, en fait. Donc, laisser pousser ces cheveux-là, c'est dire oui, allez, viens. C'est pas que dans l'inframonde qu'on va se rencontrer, en fait, viens. Puis on va aussi danser. Il y a ce projet de Samba là de danser sa louve, d'écrire et de toucher sa matière. Donc je sens que c'est peut-être elle m'a invitée jusque là beaucoup, ou elle était là pour jouer et puis je fais ok, je suis là pour jouer aussi. On peut le faire ensemble, quoi. Dis, j'avais oublié ça. J'allais amorcer le fait qu'on puisse refermer le portail toutes les deux avec quelque chose et soudain je me dis ah alors je te prends comme ça au dépourvu. Écoute, mon élan vital m'amène à à oser lancer ça comme défi. Euh, En fait, j'avais envie que tu puisses Hurler à partager. la pleine lune. Ah, si tu veux, absolu vrai. En fait, j'avais envie de te demander, Caroline, est-ce que tu as un rêve à attraper pour clore? Parce que, bon, tu connais aussi ce qui est, moi, mon champ. Et attends, et en fait, en te demandant ça, je me dis, tu sais quoi, le rêve, ça serait que tu puisses. Est-ce que tu vas être d'accord de faire ça? Euh, là, comme ça, pouf, pim, pam, poum, écrire un poème Ah oui. qui dirait. Je sais que tu écris des poèmes pim pam poum, puisque avec la Ouais. caravane des liens, etc. Si tu veux, tu peux dire deux, trois mots sur aussi Mhm. ta, ta mission, ta joie, ton élan d'être poète et la poétesse engagée que tu es. Et je trouverais ça génial que tu mettes au monde un poème pour répondre à ma question. Oui, je vais chercher un bic alors. Ouais, vas-y. J'aime bien les défis. Je vais écrire comme je le fais toujours dans les espaces des bouquins où il y a des pages blanches. Certains Ah, détestent ça. Oh, j'adore! j'avais ça. C'est vivant. Dans Femme qui court avec les louches. J'écoute, quelle est ta question? Eh bien, en fait, ma question c'était, est-ce que tu as un rêve à attraper? Est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais attraper? Alors, voilà, je sais pas ce que tu aurais envie de répondre à ça ou raconte. Ben, je réponds là. Ouais. Je te dis que quelques minutes.
Bon, il y a quelque chose qui est né en tout cas. D'aller. Un rêve à attraper avec des mains douces au clair de lune, parcourir les steppes de Mongolie sans me faire happer par des renoncements ou des remises à plus tard, planter ici et maintenant mes pattes de louve contre Pachamama, enlacées par les rayons du grand soleil du dedans, dire oui à l'impossible qui jamais loin se transforme et devient possible, être une avec cette folie, faire corps. Ah oh. Oh. Waouh. Et tu sais, je ne sais pas si elle est déjà rentrée, mais on a une sœur aussi, la louve bleue, Ah oui? oui, qui était en septembre en Mongolie. De Mongolie, oui, ça me dit quelque chose. Mhm, Ah, ah. Ok. mhm, mhm. Ah. Je vais aller la sonder là, voir comment on peut mettre un pas de plus Wow. vers ce rêve-là. Mhm. Ah oh. Eh ben, je te souhaite que ça puisse se manifester avec autant d'aisance et de grandeur, en fait, que ce truc où du jour au lendemain, tu pensais que c'était tellement impossible de couper tes cheveux et puis pouf. Mhm, mhm, mhm. Ike. Ike, bah ça. Normal, en fait. Mm. T'enverras les photos Mhm, mhm. du rêve attrapé. Je sais jamais si c'est nous qui attrapons les rêves ou si c'est les rêves qui nous attrapent, en fait. Mhm. J'aime bien l'idée qu'ils nous attrapent. Ouais. Pour ça, on joue un peu à cache-cache avec eux parfois. Mm, mm. Mhm. Bon, gracias, hermana. Quel Gracias, chemin hermana. parcouru? Bon, en vrai, on- là, nous, on a partagé l'effleurement de la couche archi superficielle de l'épiderme de ce qu'est notre lien. Oui. On est bien d'accord. Voilà. Je me dis quel chemin parcouru avec voilà, ce qu'on manifeste aujourd'hui et ce qu'on sait l'une et l'autre de nos vies aujourd'hui, avec le moment où on s'est rencontrés, la première fois que j'ai posé mon cul dans ton canapé de l'atelier de la Loba. Mon petit Et, canapé vert. Oui. et la première fois aussi où toi, Parce qu'en fait, moi, je t'ai connue parce que une amie tellement chère à mon cœur et au tien était venue plusieurs fois pour le chant d'argile chez toi. Elle m'avait parlé de toi et aussi une autre qui est allée faire une coupe rituelle. Et donc, je me suis dit, non, mais je vais y aller. Et toi, de ton côté, tu avais entendu parler de moi par hasard, en voyant passer le teaser que mon ami Manu avait créé pour moi il y a maintenant, je sais plus, 3 ans et des patates. Et ouais, j'avais vu ça par hasard et dans les jours, semaines qui suivaient, on s'est rencontrés. Mm. Ouais. On est des grandes créatrices. La magie bleue. Bon, et ben tout le meilleur. Hâte de savoir la suite. Merci, Caro. Merci On l'a fait! à des femmes La serres. technique était avec nous ce soir. Alors, bon, c'est qui décide? Allez, besos. Besos.